Merci beaucoup, Sabine. Voilà, donc rassurez-vous, je suis le dernier. Et je n'ai pas de PowerPoint parce que je ne suis pas capable de faire des PowerPoint aussi sympas que les trois précédents. Voilà, exactement. Bon, merci de l'invitation qui m'a été faite de pouvoir parler effectivement de ce sujet, la prise en charge des maladies chroniques, qui, je pense, on en est tous ici convaincus, constitue probablement le défi majeur des systèmes de santé, de notre système de santé aujourd'hui, et plus encore dans les années et les décennies à venir. Et par ce mot défi, un peu attrape-tout, j'entends à la fois une notion de risque, qui est celui de nous conduire dans une forme d'étau, d'asphyxie possible en termes d'accès aux soins, mais aussi de paupérisation des structures de soins, et un levier, un élément de solution sur lequel agir pour réduire le niveau de tension structurelle qui s'exerce sur nous et sur notre capacité à répondre à la demande de soins et de le faire dans de bonnes conditions. Et c'est autour de ce sujet d'ailleurs que, du coup, j'ai publié un papier en mai dernier dont le titre est « La santé des Français, comment sortir de l'impasse ?» Titre honnêtement un peu présomptueux et prétentieux. Alors, je ne suis pas certain que ce papier, à lui seul, recelait toutes les solutions pour sortir de l'impasse complètement, mais il insiste finalement sur une conviction qui tient finalement en deux idées, simples dans leur énoncé, leurs principes, mais probablement un peu plus compliquées dans leur mise en œuvre, et j'y reviendrai. La première idée, c'est de dire que si nous voulons assurer la soutenabilité de notre système de santé, il faut que nous transformions d'urgence la manière dont nous sommes organisés pour la prise en charge et surtout le suivi des malades chroniques. Et la deuxième idée, c'est que les structures hospitalières, et bien sûr les CHU au premier chef, ont un rôle majeur à jouer dans ces nouvelles organisations et que nous devons nous y engager fortement, et j'y insisterai rapidement, si nous voulons que les choses bougent, ce qui suppose évidemment de réunir quelques conditions pour cela, mais aussi d'éviter quelques pièges si nous voulons que ça ne se retourne pas contre nous. Pourquoi les maladies chroniques sont-elles au cœur des enjeux de soutenabilité et pourquoi devons-nous nous en saisir prioritairement? Je vois deux raisons principales. La première, c'est que les maladies chroniques, chacun le sait ici, c'est le cœur du réacteur de la progression des besoins de santé et donc des dépenses de santé. On parle beaucoup des ALD. Les ALD, c'est à peu près 14 millions de personnes en France, mais les maladies chroniques, c'est en réalité beaucoup plus. C'est 25 millions de patients aujourd'hui, 37% de la population française, et cela touchera, selon les projections faites par l'assurance maladie, environ, non plus 25, mais 30 millions de personnes d'ici 10 ans, en 2035. Ce 30 millions est une hypothèse un peu majorante et haute, mais assez probable, parce qu'elle embarque à la fois l'effet mécanique et tout à fait acquis de la démographie, mais aussi, tout simplement, le maintien de la pente de progression de l'incidence d'un certain nombre de grandes pathologies et qui va au-delà de l'effet du vieillissement de la population. Donc les maladies chroniques, c'est du coup très logiquement 65% de nos dépenses de santé, et c'est en rythme d'évolution, près 72% de la progression annuelle. C'est donc le vrai moteur de la dynamique des dépenses. Et c'est ce qui tire le tendanciel de la dépense de santé, dont nous savons ici que ce tendanciel progresse chaque année autour de 4 à 4,5% par an, là où l'ONDAM se situe et se situera dans les prochaines années plutôt autour de entre 2 et 3%. En tout cas, si nous voulons équilibrer les comptes sociaux, la zone d'équilibre est entre 2 et 3%. Et cet écart entre le tendanciel, 4%, 4,5%, et la capacité financière à équilibrer la branche, 2,5%, c'est ce qui conduit chaque année à notre exercice favori du PLFSS et des économies à faire sur le système de santé. Ce qui m'amène à la deuxième raison. Ces économies, comment les faire pour qu'elles ne pèsent ni sur l'accès aux soins, ni sur la capacité des établissements et des professionnels de santé à répondre à cette demande qui va aller croissante de soins et de le faire dans des conditions d'exercice et de fonctionnement de nos structures qui soient compatibles avec nos enjeux d'attractivité et de fidélisation de nos professionnels. Ma conviction, c'est que
Les leviers de régulation qui ont été massivement utilisés dans les 10 années précédant le Covid ne peuvent pas et ne doivent pas être à nouveau utilisés de la même manière au cours des 10 prochaines années. Je pense notamment aux baisses annuelles des tarifs de la T2A, a fortiori quand cela concerne toutes les structures, tous les établissements, sans même qu'on puisse avancer dans la restructuration de l'offre de soins dans les territoires. Et je pense aussi, on le voit maintenant de plus en plus, à l'augmentation du reste à charge des patients. J'insiste encore une fois sur ce terme annuel, car les économies en santé, et c'est ça qui singularise la branche maladie des autres branches de la sécurité sociale, c'est un exercice annuel, car il ne s'agit pas de décider une fois pour toutes de mesures d'ajustement dont les effets porteraient sur 5-10 ans. Il s'agit de trouver chaque année 4, 5, 6 milliards d'euros d'économies dont on voit la difficulté, y compris au plan politique, et difficulté qui ne fera que s'accroître à chaque nouveau PLFSS. La solution, en tout cas je n'en vois pas d'autre, c'est de tenter de freiner le tendanciel de dépenses, plutôt que d'être condamné à rechercher chaque année ces fameux 4, 5, 6 milliards d'euros d'économies par des leviers inévitablement financiers et comptables. Il faut donc changer la logique et voir comment ce tendanciel de dépenses pourrait évoluer moins vite que ces 4 à 4,5. Et pour ce faire, je crois que la seule voie de passage, c'est de s'attaquer au sujet de la prise en charge des maladies chroniques. Vous me direz, c'est ce qu'on fait déjà. Les maladies chroniques, les malades chroniques, on les prend en charge et on ne fait même que cela en ville et dans nos hôpitaux, dans les hôpitaux généraux et bien sûr dans les CHU, évidemment. Mais je pense que notre système de santé se singularise, en tout cas en France, par un point qui est nous soignons beaucoup et très bien, mais nous prévenons tardivement et insuffisamment. Je vais donner quelques chiffres pour illustrer cette appréciation. Prenons l'espérance de vie des Français par comparaison aux autres pays de l'OCDE. Plusieurs manières de calculer l'espérance de vie. Prenons l'espérance de vie à la naissance. Alors, je ne vais pas distinguer femmes-hommes, j'ai pris homme parce que c'est celui qui marche le mieux, cet exemple. Prenons les hommes, ma démonstration sera plus forte. On est au 11e rang des pays de l'OCDE quant à l'espérance de vie des Français à la naissance. Et quelque part, c'est un poids ou une performance qui est assez logique avec le budget que nous consacrons aux dépenses de santé. Prenons maintenant l'espérance de vie en bonne santé. Là, on n'est plus 11e, nous sommes 17e. Et là, on voit la difficulté qui se dessine sur notamment la prévention primaire. Prenons maintenant l'espérance de vie des hommes, mais le chiffre serait à peu près la même chose pour les femmes, qui ont atteint l'âge de 65 ans. Combien d'années reste-t-il à vivre une fois qu'on est arrivé à 65 ans, c'est-à-dire l'âge dans lequel on commence à rentrer dans les pathologies chroniques. Là, nous sommes au 4e rang des pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, dans les années précédentes, on était même parfois au 2e rang des pays de l'OCDE. Ce qui démontre, du coup, la qualité d'un système de soins très performant, parce qu'il est, par ailleurs et précisément, hyper intensif en termes de soins, ce qui d'ailleurs est démontré par une autre statistique, qui est celle du volume de soins par habitant, qui nous situe là pour le coup également au 4e rang de tous les pays de l'OCDE sur le volume de soins par habitant en France. Ce constat renvoie donc et illustre cette sorte de paradoxe français. On soigne, encore une fois, beaucoup, de manière très intensive, et bien, et on dépiste et on suit insuffisamment nos malades chroniques. L'enjeu des maladies chroniques, je pense, ce n'est pas seulement de remettre sur pied des malades décompensés. C'est ce qu'on fait, bien sûr, et très bien tous les jours dans nos établissements, c'est de réussir, une fois que ces malades sortent, de les suivre pour les stabiliser le plus longtemps possible et éviter qu'ils ne reviennent trop vite en soins aigus et lourds. Et l'enjeu, donc, c'est le suivi, c'est l'intensité de ce suivi, c'est la réactivité de ce suivi, un suivi qui ne se limite pas à des consultations régulières tous les 3-4 mois, notamment s'agissant de patients dont le niveau de sévérité peut conduire à des dégradations beaucoup plus rapides que cet intervalle. Et le constat que l'on peut faire, c'est que notre système de santé, en réalité, n'est pas organisé pour cela. Il n'est pas non plus financé pour cela.
D'abord parce que la ligne de soins primaires, médecine générale pour l'essentiel, qui est évidemment fondamentale pour prendre en charge ces malades, n'est pas aujourd'hui armée pour le faire et ne peut pas le faire non plus sans expertise médicale spécialisée. Ensuite, parce que l'expertise spécialisée, qui se situe beaucoup dans nos établissements, n'a pas les moyens pour s'investir dans cette mission. En réalité, quand on regarde bien dans des services de médecine spécialisés dans les établissements, on le voit parfois, fait, mais un peu pro bono, de manière un peu artisanale, et sans être capable de le passer à l'échelle et d'avoir un impact fort en nombre de patients suivis sur le système. Et c'est précisément, je crois, cela qu'il faut réussir à changer, et en s'appuyant sur 3 atouts qui n'existaient pas il y a quelques années et qui aujourd'hui rentrent dans notre jeu. Premier, Vincent Vublet en a parlé, c'est l'arrivée massive des outils numériques qui permettent à la fois de suivre à distance, mais aussi de collecter de la donnée et de pouvoir y associer des algorithmes permettant d'être réactifs dans ce suivi. Deuxième atout, c'est la montée en puissance des délégations de tâches et de la pratique avancée qui permet de créer des organisations pluriprofessionnelles efficaces. Et le troisième atout, c'est des preuves de concept, que ça marche, à travers des organisations de soins innovantes qui ont été expérimentées, notamment dans le cadre de l'article 51, et qui ont fait, après évaluation médico-économique, preuve de leur efficacité. Il se trouve qu'à la PHP, on a été très engagé dans l'une de ces expérimentations, dans le champ de l'insuffisance cardiaque sévère, C6. Un chiffre, la dépense annuelle d'hospitalisation des patients pris en charge dans C6 passe en médiane de 6 940 € par an avant inclusion à 4 400, soit une baisse de 36%. Ce n'est pas un cas isolé, C6, et quand vous regardez les articles 51 et leurs évaluations, vous en voyez beaucoup des comme cela, dans le champ des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance respiratoire, des plaies complexes ou encore de la polypathologie de la personne âgée. 2 points communs à toutes ces expérimentations. Chaque fois, la dépense baisse, pas qu'elle freine, elle baisse, et beaucoup, et surtout vite, rapidement, avec un impact dans l'année qui suit le démarrage. Deuxième point commun, toutes ces expérimentations s'appuient à un moment donné sur l'expertise hospitalière, mais en impliquant aussi systématiquement les professionnels de ville. La question devient donc comment passer d'une logique d'expérimentation à un changement d'organisation plus structurel. L'idée, en effet, si nous voulons avoir un impact, c'est de ne pas multiplier toujours plus des expérimentations isolées, mais de modéliser à partir de ce que nous voyons de ces articles 51, ce que l'on comprend des éléments de succès pour passer à l'échelle. Ce travail, d'ailleurs, nous l'avons, à l'AP, proposé au ministère de la Santé, en leur proposant de s'engager depuis quelques mois dans un travail pour identifier quelques grandes pathologies par lesquelles nous pourrions commencer, définir un cahier des charges sur des critères de sévérité des patients, parce qu'on voit bien que c'est d'autant plus efficace qu'on a des patients d'un certain niveau de sévérité, et ce que pourraient être les attendus de ce suivi, sans oublier, bien sûr, le financement de tout cela. Les choses avancent, même si elles n'avancent pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais j'espère, en tout cas je formule le vœu, que nous puissions déboucher par un passage à l'acte, entre guillemets, au cours de l'année prochaine, en 2026. Nous n'avons pas besoin de loi pour le faire, puisque les outils juridiques existent. Nous avons besoin, certes, d'un peu de financement, parce qu'il s'agit de financer des choses qui, aujourd'hui, ne le sont pas, mais l'investissement restera, d'ailleurs, au début, forcément raisonnable et, surtout, générera rapidement des économies. Alors, je vois 3 conditions pour que cela puisse fonctionner. D'abord, si on veut que cela démarre vite, il faut faire les choses à la fois sérieusement, mais sans céder dans une forme d'hyper-sophistication du cahier des charges et des conditions posées, en se disant qu'on ajustera en marchant au regard de ce que nous observons. Ça vaut notamment d'ailleurs pour le financement de tout cela, dont je pense qu'il doit au début porter sur la seule partie
c'est le suivi hors les murs qui n'est actuellement pas financé. Et sans chercher, sans céder à cette tentation qui peut venir très vite de se dire on va prendre ça, mais on va surtout le remettre dans un grand forfait, on va attraper des consultations du généraliste, l'HDJ, des consultations externes à l'hôpital, ce qui là nous amène dans des chantiers de calcul pour savoir quel est le juste prix, la bonne compensation, la bonne prise en charge, et on y sera, on le sait, encore dans 3 ans à discuter dans des groupes de travail interminables. Deuxième condition, ne pas tomber dans le piège de la guerre ville-hôpital. On aura en réalité besoin de tout le monde. Oui, les hôpitaux, je pense, sont légitimes et capables à s'engager dans ce portage, finalement, de plateformes de suivi, car nous avons le savoir-faire, nous avons l'expertise, nous avons la capacité d'organisation, nous avons les professionnels pour lancer les choses, mais à la condition de se relier et de s'associer étroitement avec les médecins généralistes et les professionnels de ville, d'autant que tous les patients ne justifieront pas d'un suivi hospitalier au regard de leur état de santé et de leur niveau de sévérité. Et à l'inverse, on voit bien que des grosses MSP, des CPTS, auront tout à fait vocation à pouvoir eux-mêmes s'engager dans ce dispositif, mais il faudra qu'ils s'appuient évidemment sur de l'expertise médicale spécialisée et qui sera le plus souvent hospitalière. Troisième condition, il y aura des économies, on le voit, mais elles se feront beaucoup sur l'hôpital, puisqu'il s'agit d'éviter des hospitalisations évitables. Et donc, si économie il y a, il faudra donc les partager, de telle sorte que nos établissements soient sécurisés et que nous ayons, d'une certaine manière, une forme d'intérêt à agir, sans quoi, évidemment, le jeu n'en vaudra pas la chandelle. En conclusion, question qui est devant nous, je crois, c'est on sait que ces chantiers d'organisation sont finalement les plus efficaces parce que les sujets de santé sont complexes, en ce qu'ils passent dans la résolution de ces difficultés, souvent par des sujets d'organisation. Mais quand on est sur l'organisation, c'est évidemment plus difficile. Et donc, comment faire si ce nouveau cadre de prise en charge des maladies chroniques se met en place pour que les lignes bougent et que nous arrivions à avancer rapidement? Je pense que nous aurons évidemment besoin d'un portage politique fort au moment où les choses se lanceront, mais nous aurons surtout besoin d'une impulsion initiale, car on peut mettre en place un schéma théorique, une capacité à agir, s'il n'y a pas des acteurs qui y vont, on peut se retrouver 2 ans plus tard à peu près dans la même situation qu'aujourd'hui, modulo 5-10% de lignes qui auront bougé. Et donc je pense que les structures hospitalières ont vocation à être quelque part celles qui vont, si le modèle est convaincant et si financièrement nous sommes sécurisés, à pouvoir donner cette impulsion initiale. Et vous verrez d'ailleurs que c'est parce que les établissements hospitaliers iront que derrière, je pense, la médecine de ville suivra et se déclenchera. Deuxième élément, je pense qu'il faut aller vite. Voilà. Il y a une notion un peu d'urgence dans mon propos, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on n'arrive pas à bouger et à essayer de freiner les choses par le bon bout, on le prend par le mauvais. Voilà. Et nous avons maintenant, depuis la sortie de la crise Covid, nous voyons revenir des campagnes tarifaires qui partent à moins quelque chose, arrivent péniblement à zéro, et puis des sujets sur le reste à charge, dont on voit bien à quel point ils sont difficiles, faute de meilleures solutions. Je crois qu'il y a donc une forme d'urgence à agir. Il y a évidemment un peu de travail encore à faire, travail de méthode, mais aussi travail de conviction, et c'est pourquoi, et c'est mon dernier mot, je pense qu'il y a ici, avec tous les acteurs qui sont ici réunis, place pour une forme de travail de conviction partagée, d'appel que je lance pour que les CHU s'engagent, se mobilisent pour faire avancer cette cause, je crois, qui est importante parce qu'il en dépend de cela, la capacité même de nos structures à remplir nos missions demain et à faire face aux besoins de santé qui nous attendent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Revel, pour cet exposé qui pose quand même les solutions de ces défis vis-à-vis des maladies chroniques. Et comme le temps nous est imparti, j'avais envie de
de mettre en face de votre exposé, de poser les questions à nos 3 précédents orateurs. Dans quelle mesure, parce que vous avez parlé de parcours de soins, de parcours de vie, vous avez parlé de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Finalement, est-ce que ces innovations qu'on a vu être exposées en particulier sur le traitement des données massives et finalement la possibilité de décrire le phénotype d'un patient et son parcours, prédire son parcours, aussi finalement la possibilité de faire des réseaux extrêmement performants. Est-ce que vous pensez que ces innovations vont permettre de répondre aux solutions que propose Monsieur Revel? Je crois qu'on peut être résolument optimiste. Et d'ailleurs, il y a déjà, comme M. Revel l'a dit, plusieurs expérimentations qui ont été faites, mais qui restent au stade d'expérimentation, qui montrent qu'on peut optimiser les parcours de soins en stratifiant le risque des patients, en guidant les parcours, en orientant les ressources de santé vers les patients qui en ont besoin. Et là, en s'appuyant sur des données, alors à la fois, et ça c'est encore une fois cette capacité que nous avons à ce que ces données soient accessibles, mais en mobilisant ces données, on est en capacité aujourd'hui de pouvoir avoir, si je cite des exemples que je connais assez bien, flécher les patients qui vont avoir besoin d'une conciliation médicamenteuse dans nos hôpitaux pour pouvoir les mettre en adéquation avec nos ressources en pharmaciens et éviter les complications. Faire de l'éducation thérapeutique auprès des patients qui sont sous anticoagulants pour éviter qu'il y ait des risques hémorragiques en fléchant ceux qui en ont le plus besoin. Alors c'est des exemples qui peuvent paraître assez marginaux, mais dont, et c'est exactement ce que vous disiez, dont les conséquences, elles sont tout de suite visibles et le quick win est là. On avait également envie de poser la question à Madame Bourguin concernant, et on en parle souvent, en tout cas au directoire de la paix, sur l'innovation et les dépenses de santé. Finalement, on parle de sobriété, on parle de juste prescription. Et je trouve que c'est toujours difficile finalement de faire la balance entre jusqu'où va-t-on dans l'innovation et la dépense de santé. On a un équerre, un traitement pour la myotrophie spinale antérieure. Quand j'ai appris que la seringue était à 2 millions d'euros, c'est vrai qu'on se pose quand même des tas de questions, alors que c'est une thérapie qui marche très bien, hein, qui est absolument exceptionnelle. Alors, jusqu'où va-t-on? Comment fait-on la balance entre... On sait très bien que si on ne fait pas d'innovation, on va reculer. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, dans nos contraintes budgétaires, etc., sociétales, comment fait-on pour concilier tout ça? C'est vraiment une question éthique sur laquelle vous l'avez évoqué d'ailleurs à travers votre présentation, si vous voulez commenter un tout petit peu. Oui, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a un vrai enjeu, mais moi je trouve que, je vais un peu botter en touche, mais je trouve que l'idée de, quand on disait réouvrir nos imaginaires de l'innovation, typiquement c'est dont il vient d'être question, c'est une forme d'innovation qui va requérir, y compris avec de la data, mais surtout moi j'imagine tout ce qu'il va y avoir comme travail organisationnel qui a déjà été fait de façon expérimentale pour monter en échelle, donc on est vraiment dans une logique d'innovation énorme en fait. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas pour dire qu'il faut arrêter de développer, mais faire en sorte qu'on valorise autant la mise en place d'un dispositif comme celui-là que le développement des traitements pour la myotrophie spinale. Moi, je trouve que ça serait normal. Enfin, je sais bien qu'on ne décide pas de ce qui va faire le buzz médiatique, etc. Mais en tout cas, d'avoir des dispositifs de soutien à l'innovation qui soient aussi forts pour ce type de programme que pour les innovations dont vous venez de parler, c'est un enjeu majeur en fait. Il faut qu'on arrive à convaincre le maximum de personnes que c'est ça de l'innovation dont on a besoin dans notre système de santé, encore une fois. Et peut-être que sur le plan de la santé de certaines personnes, on pourra d'autant mieux mettre de l'argent bien négocié, parce qu'après on peut rentrer dans les enjeux de pourquoi ces médicaments sont aussi chers et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire descendre les prix. Mais plus on arrive à faire d'économies parce qu'on soutient des innovations qui rendent le système plus équilibré, et plus on aura de marge de manœuvre de l'autre côté. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu de circulation entre les deux qui est très fort. Moi, j'avais juste une dernière question. Vous l'avez évoqué aussi, Monsieur Beaulouis et Monsieur Viblet, les enjeux écologiques, en fait, aussi,
Ils sont hyper importants. Surtout qu'on va avoir une génération je dirais, de jeunes professionnels de santé. Là, on en a entendu parler hier. Là, je ne sais plus, c'est les Z, c'est ça, qui arrivent, qui vont être en plus formés dans nos universités, à la transition écologique, au développement soutenable, mais vraiment, puisque c'est obligatoire maintenant dans toutes les études à l'université. Je voulais savoir comment, la même question un peu que Sabine, comment on va articuler tout ça en fait pour que ça marche. Je crois que sur les enjeux environnementaux et en tout cas en ce qui concerne l'usage du numérique, de toute façon, il y a une certaine forme de irréversibilité de l'usage du numérique et donc il est illusoire de se dire que on annulera cet impact. En revanche, la première étape, c'est la prise de conscience justement de cet impact environnemental dès lors qu'on les utilise, avec 3 éléments de réponse que j'ai d'ailleurs évoqués. Le premier, c'est d'avoir une responsabilité dans la sobriété de ces usages. C'est d'identifier là où on en a vraiment besoin, là où ça change, là où ça transforme, et puis de ne pas se laisser aller à un usage qui peut paraître gadget. Et je prends un exemple, d'interroger ChatGPT pour avoir une information qu'on peut trouver sur Google. Ça a l'air de rien, mais ça entraîne un écart de consommation énergétique qui est pas neutre. Le deuxième, c'est aussi dans ceux qui développent et quand on développe et quand on mobilise des données, c'est d'avoir déjà cette vision de la rationalisation de la quantité de données qu'on mobilise et par exemple, de ne pas avoir des énormes data centers qui concentrent des milliers de données ou des centaines de milliards de données alors qu'elles sont déjà présentes dans nos établissements et qu'on pourrait aller les chercher là pour entraîner nos algorithmes, ce qu'on appelle l'analyse fédérée. Ça, c'est un deuxième élément de réponse qui est également adressé par Fedata d'ailleurs. Et puis, troisième élément de réponse, c'est là un élément technologique et c'est sur de favoriser, de mettre une prime à l'utilisation d'algorithmes ou d'outils qui sont développés sur des plateformes qui sont éco-responsables. Et ça a une différence, ça crée une différence. Alors merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter. On pourrait aller très loin dans ces discussions, notamment sur la formation qu'on n'a pas vraiment abordée. C'est un vrai sujet, l'esprit critique et savoir si les informations qu'on nous donne sont justes ou non. Ça va être un vrai sujet. Mais le temps qui nous est imparti est terminé et je remercie nos 4 orateurs. Je trouve qu'ils se sont très bien articulés. Merci beaucoup.